Bonjour les élèves de HLP. Alors, je n'ai que Margot qui m'a envoyé son travail sur le lexique de l'animal. Donc, je trouve que les personnes qui suivent la spécialité HLP en terminale, j'attends de vous du travail, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça sans rien faire jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est pas possible. On a une séquence à terminer et il faut qu'on la termine. Et il faut que vous vous investissiez dans le travail. Donc, je félicite Margot de l'avoir fait. Maintenant, j'attends de vous que vous fassiez le travail que je demande. Il me semble que moi, je vous donne des choses, donc vous devez aussi, moi, me donner. Sinon, j'ai vraiment l'impression que mon travail ne sert à rien. Alors, je commence par corriger d'abord les exercices de vocabulaire. Sur la fiche, le lexique de l'animal, l'expression de la comparaison. Je pars de la question de l'exercice 1, de la bête à l'animal, définition et connotation. Alors, première question, la bête, c'est tout être animé autre que l'homme. L'animal, c'est un être vivant et, dans un sens plus restreint, un être vivant dépourvu de raison. Animal, ça vient du latin animal animalis, un mot dérivé de anima, l'âme. La bête vient du latin bestia, qui était plus familier qu'animal. Au Moyen-Âge, le terme animal est plus rare et plus savant que bête. Dès le XVIe siècle, animal et bête acquièrent une valeur d'injure. Au XVIIe siècle, le mot animal va notamment être appliqué aux femmes. Toutefois, le mot bête connote davantage la sauvagerie, la cruauté ou l'absence de raison que le terme animal, qui est plus neutre. Animal et bête sont aussi des adjectifs. L'adjectif bête signifie sot, stupide. L'adjectif animal signifie qui se rapporte à l'animal ou qui est propre à l'animal. Ensuite, on vous demandait des mots de la même famille. Alors, pour la bête, vous avez le bestiaire, l'ensemble d'images représentant des animaux. Bestial, qui fait ressembler l'homme à une bête. Bestialité, l'état de celui qui se livre à tous les instincts d'une brute. Les bestiaux, qui sont les animaux domestiques élevés en troupeau dans une ferme. La bestiole, la petite bête inoffensive. Du côté de l'animal, vous avez animalcule, un animal très petit, invisible à l'œil nu. Animalisé, c'est-à-dire rabaissé à l'état d'animal. Animalité, l'ensemble des caractères propres à l'animal par opposition aux facultés humaines. Ensuite, je vous demandais de faire l'exercice 3 où il s'agissait d'associer chaque animal au bruit qu'il faisait. Alors, l'éléphant, il barille, le tigre feule, le cygne trompette, le corbeau croasse, le chameau blatère, la grenouille coasse. Alors, effectivement, ce n'est pas facile à se souvenir, hein, le corbeau qui croasse et la grenouille qui coasse. Le dauphin siffle, la chouette ulule et le grillon stridule. Ensuite, je vous invitais à réfléchir aux expressions animalières, à expliquer le sens d'expression et à trouver d'autres expressions animalières et à donner leur signification. Alors, quand on dit qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a une mauvaise surprise, un danger caché, il faut se méfier. Quand on dit être fait comme un rat, c'est qu'on est pris au piège dans une situation sans issue. Quand on dit noyer le poisson, c'est refuser de parler clairement de quelque chose, créer la confusion, parler d'autre chose pour éviter finalement d'aborder un sujet qui nous dérange un peu. Sauter du coq à l'âne, c'est parler d'une chose, puis d'une autre, qui n'a aucun rapport avec la première. C'est par exemple assez typique dans l'écriture de Montaigne qui dit écrire à saut et à gambade. C'est-à-dire que voilà, il parle d'un truc et puis hop, ça le fait penser à autre chose et puis hop, ça le fait penser encore à autre chose, mais il revient quand même toujours à son point de départ. Ensuite, vous aviez prendre le taureau par les cornes, qui signifie aborder franchement, avec courage et détermination, une situation compliquée. Être le dindon de la farce, c'est se faire duper, se faire avoir, être la victime. Verser des larmes de crocodile, c'est verser des larmes hypocrites pour se faire plaindre, pour tromper quelqu'un.
c'est feindre d'être triste pour obtenir quelque chose. Et enfin, être le bouc émissaire, c'est être injustement accusé d'une faute par les autres. C'est être la personne sur qui on va faire retomber tous les torts. Alors, vous aviez plein d'autres expressions animalières. Margot, vous en aviez pensé à certaines. Moi, je pensais à d'autres. Poser un lapin à quelqu'un, faire le pied de grue, avoir des yeux de merlan frits, avoir le cafard, être une poule mouillée, avoir des airs d'ours mal léchés, se regarder en chien de faïence, avoir une faim de loup, avoir d'autres chats à fouetter. Et puis, dans la question 3, vous deviez compléter les comparaisons avec le nom de l'animal qui convenait. Alors, on dit être têtu comme un âne, être malin comme un singe, être myope comme une taupe, être doux comme un agneau, traiter quelqu'un comme un chien, être fort comme un bœuf et être frais comme un gardon. Voilà, donc ça c'est ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, pour lundi, excusez-moi, puisque je suis un petit peu en retard sur mon programme. Je voudrais maintenant passer, pour que vous ne soyez pas tout seul et que vous ayez l'impression de systématiquement faire tout seul les textes, je voudrais passer au texte 2 qui s'intitulait « Des monstres sans scrupules » de Voltaire. Donc, dans ce dialogue, Voltaire, vous le savez, philosophe des Lumières, imagine la discussion d'un chapon et d'une poularde élevés pour être dévorés par les humains. Vous savez que les chapons et les poulardes, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on mange à Noël. Le chapon. Ils vous ont fait poularde et moi chapon. C'est pour nous engraisser et pour nous rendre la chair plus délicate. La poularde. Eh bien, quand nous serons plus gras, le seront-ils davantage ? Le chapon. Oui, car ils prétendent nous manger. La poularde. Nous manger ? Oh, les monstres. Le chapon. C'est leur coutume. Ils nous mettent en prison pendant quelques jours, nous font avaler une pâtée dont ils ont le secret, nous crèvent les yeux pour que nous n'ayons point de distraction. Enfin, le jour de la fête étant venu, ils nous arrachent les plumes, nous coupent la gorge et nous font rôtir. On nous apporte devant eux dans une large pièce d'argent. Chacun dit de nous ce qu'il pense. On fait notre oraison funèbre. L'un dit que nous sentons la noisette, l'autre vante notre chair succulente. On loue nos cuisses, nos bras, notre croupion. Et voilà notre histoire dans ce bas monde fini pour jamais. La poularde. Quel admirable coquin! Je suis prête à m'évanouir. Quoi? On m'arrachera les yeux, on me coupera le cou, je serai rôti et mangé. Ces scélérats n'ont donc point de remords. Le chapon. Non, mamie. Les 2 abbés dont je vous ai parlé disaient que les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire. Alors, je passe maintenant aux questions de littérature. Pour entrer dans le texte, vous deviez commenter les réactions de la poularde et de quoi s'indigne-t-elle en montrant quelle émotion elle exprimait. Alors, les réactions de la poularde révèlent l'évidente cruauté des scènes qui sont décrites par le chapon. Son horreur, son indignation sont perceptibles grâce aux nombreuses exclamations et aux interrogations qui montrent qu'elle est complètement sidérée. Elle est complètement étonnée, stupéfaite de ce que lui annonce le chapon. Les substantifs péjoratifs pour désigner les hommes traduisent son écœurement et sa révolte. Elle les traite de monstres, de coquins et de scélérats. Sa terreur est visible aussi grâce au jeu de répétition « nous manger » ou « on m'arrachera les yeux ». Ces réactions participent à l'argumentation de Voltaire. Elles montrent des réactions nouvelles que n'ont pas les êtres humains face aux mêmes scènes. Alors, dans la question 2, il y avait une petite erreur. En fait, ce qu'il fallait analyser, ce n'était pas la deuxième réplique du chapon, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire, mais la troisième réplique du chapon, celle qui est la plus longue et qui part donc de la ligne 10 jusqu'à la ligne 17. Alors, on vous demande dans cette question quelles réalités familières à l'homme sont ici perçues du point de vue de l'animal et quels effets cela crée-t-il. Les réalités humaines évoquées sont l'abattage des animaux, la préparation des volailles et le repas de fête où le repas est loué. Le point de vue de l'animal va provoquer plusieurs effets. Premier effet, un décalage ironique.
parce qu'on parle d'oraison funèbre. Normalement, c'est un discours qu'on fait, un discours de louange qu'on fait à une personne morte. Et ici, l'oraison funèbre, en fait, c'est une louange vis-à-vis du repas. Le décalage va être accentué par les références à l'anatomie. Les cuisses, c'est à la fois les pattes du poulet vivant, mais aussi les parties à manger lorsqu'il est mort. De même pour les bras, qui sont les ailes, ou le croupion. Deuxième effet, on a une impression cauchemardesque. Le vocabulaire des parties consommables du poulet donne à voir un cadavre découpé en morceaux et dévoré. Dans la question 3, on vous demande comment comprenez-vous par ailleurs la vérité générale énoncée par le Chapon à la toute fin de l'extrait. Donc les deux abbés dont je vous ai parlé disaient que les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire. Donc on a ici un présent de vérité générale, ce qui signifie en gros que la coutume justifie les actions humaines. La responsabilité des hommes et leur conscience ne se limitent qu'à ce qui les choque ou transgresse les règles qu'ils connaissent. Alors, je vais faire la question vers le bac qui est tout à la fin, juste après les questions de philosophie. Expliquer en quoi la coutume peut excuser certaines formes de cruauté envers les animaux, puis discuter la valeur d'une telle excuse. Alors, dans cette question de réflexion, vous voyez bien que les deux parties du plan sont proposées. La coutume peut excuser certaines formes de cruauté envers les animaux, et dans une deuxième partie, quelle est en quoi cette excuse elle est valable ou pas. Donc, on pourrait dire que dans la mesure où elle implique une forme de contrainte sociale, la coutume peut avoir valeur d'excuse. Elle conduit les membres de la société à considérer que les comportements qu'elle prescrit vont de soi. Rien n'invite à placer ces comportements sous un éclairage critique. Quand les hommes parviennent à prendre conscience des aberrations de la coutume, ils peuvent encore hésiter à y déroger. En effet, cela les expose à des formes d'exclusion sociale. Deuxième partie, néanmoins, l'être humain est un animal doué de raison. Il se considère lui-même comme responsable de ses actes. Le choix de se conformer à une coutume n'est pas une décision passive, dont on pourrait rejeter la responsabilité sur la tradition. C'est une adhésion active à un système de valeurs que l'on prend ainsi la responsabilité de proroger, c'est-à-dire d'accepter et de perpétuer. Alors, en texte complémentaire, je voulais vous lire un texte beaucoup plus contemporain qui est écrit par Elisabeth de Fontenay en 2013. Un texte qui s'intitule « Sans offenser le genre humain, réflexion sur la cause animale, l'ordinaire de la barbarie ». Ce texte écho, donc, nul n'est censé ignorer la souffrance animale. Je vous le lis de manière à ce que vous puissiez avoir un peu un point de comparaison, puisque Voltaire, on est au XVIIIe, et là, on est vraiment au XXe siècle avec Elisabeth de Fontenay. La cruauté à laquelle on pense d'emblée, et sur laquelle tous semblent s'accorder, c'est la cruauté pure du faire ou du laisser souffrir pour le plaisir. Exercice d'une toute-puissance sur un être sensible et entièrement livré aux caprices d'une subjectivité, jouissance psychique qui est propre à l'homme. Par exemple, c'était le cas de ce que nous disait le taureau dans la chanson de Francis Cabrel, donc sur la corrida. La cruauté enfantine à l'égard des animaux ou d'enfants plus faibles en témoigne. Quel enfant, effectivement, n'a pas essayé d'arracher les ailes d'une mouche, n'a pas essayé d'écraser la coquille d'un escargot ou couper les pattes d'une araignée, par exemple. Mais on ne s'appesantit peut-être sur l'énigme de la méchanceté ontologique que parce qu'on refuse de voir que la cruauté envers les bêtes est la chose du monde la mieux partagée et la plus déniée. Violence banale, quotidienne, légale, celle des atrocités non passibles de sanction. Car aujourd'hui, ce n'est plus seulement la mort qui constitue pour l'animal la plus atroce atteinte, mais l'emmurement de son pauvre corps, de sa pauvre vie, dans l'abstraction terrifiante de l'animalerie et de la salle d'expérimentation, ou dans l'espace concentrationnaire de l'élevage en batterie. L'amnésie constitutive de la réalité, qui est celle de nos pratiques ordinaires, et la cruauté quotidienne dont il s'agit dès lors, porte un nom tout simple, l'indifférence.
Nous ne sommes pas sanguinaires et sadiques. Nous sommes indifférents, passifs, blasés, détachés, insouciants, blindés, vaguement complices, pleins de bonne conscience humaniste et rendus tels par la collusion implacable de la culture monothéiste, de la technoscience et des impératifs économiques. Encore une fois, le fait de ne pas savoir ce que d'autres font pour nous, de ne pas être informé, loin de constituer une excuse, représente une circonstance aggravante pour les êtres doués de conscience, de remémoration, d'imagination et de responsabilité qu'à juste titre nous prétendons être. Alors, vous aviez ensuite une petite question vers le bas que je souhaitais traiter. La question de réflexion qui était associée à ce texte de littérature est la suivante. La littérature met parfois en scène des personnages manifestant une méchanceté à l'égard des animaux et ou des êtres humains. Quels intérêts un écrivain peut-il avoir à représenter ce type de personnage et quels intérêts peut y trouver le lecteur? Donc vous voyez là aussi excusez-moi, vous voyez aussi un plan en deux parties, ce qui peut servir à l'écrivain et quel intérêt peut y trouver le lecteur. Alors, concernant le personnage cruel en littérature, il peut servir de contre-modèle, de parallélisme finalement nécessaire aux personnages qui vont être admirables en dénonçant certains comportements. Il peut aussi constituer une étape seulement dans l'itinéraire d'un personnage. Le récit d'apprentissage comprend la confrontation au mal et à ses conséquences. J'ai quasiment plus de batterie. C'est important pour le message général du récit. Le lecteur, donc du côté du lecteur, le lecteur peut même s'identifier aux personnages mauvais ou ressentir de l'empathie pour eux. On pensera par exemple au meurtre du chat dans Poil de carotte, durant lequel le protagoniste cherche à se prouver sa force en se vengeant gratuitement sur plus faible que lui. Au niveau du lecteur aussi, on a une certaine fascination en montrant le mal absolu. La cruauté envers les animaux, qui sont des êtres innocents et parfois faibles, est particulièrement parlante à cet égard. Alors, ensuite, donc le travail que je vais vous demander de faire pour lundi, ça va être de travailler sur le texte, troisième texte qui en fait s'intitule texte 5, mais voilà, il s'intitule Un devoir d'humanité, il a été écrit par Montaigne à l'époque de la Renaissance. Donc dans les essais, le deuxième tome des essais, le chapitre 11 qui s'intitule De la cruauté. Et donc, je vais vous demander de faire les questions de littérature. Je ne vous demande pas de faire la question vers le bac, mais simplement les 4 questions de littérature. Voilà, donc ça c'est pour lundi prochain. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère avoir quand même plus de retours. Et je remercie encore Camille, qui est la seule à m'avoir encore envoyé son travail et qui me l'a toujours envoyé. Donc je vous félicite Camille. Bonne journée, au revoir.